le système éducatif est assez récent dans notre pays, il y a un siècle. C'est l'école de Napoléon qui a été ramenée dans les valises du protectorat. Les gens, quand même, n'ont pas bâti cette civilisation de plus de 3000 ans au Maroc avec l'école telle qu'on la connaît. La maman ne transmet pas simplement le savoir faire un tagine ou savoir faire des petites choses délicieuses dans la cuisine. Non, elle transmet surtout les valeurs morales. Quelqu'un qui n'est pas cultivé, qui ne lit pas, ne peut pas être un bon citoyen. D'accord. Il ne suffit pas, encore une fois, de connaître par cœur l'hymne national ou de chanter les Yonaïniens pour se dire qu'on est un véritable nationaliste. Bonjour, c'est Rachid Boufous, architecte, urbaniste. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'observateur, le citoyen, qui voit comment notre pays évolue depuis quelques années. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse partager un petit moment pour nous donner un peu ton point de vue sur tout ça. Mais avant, une question curieuse. Comment, d'architecte, d'urbaniste, on en vient à être un féru d'histoire et d'histoire marocaine et de comprendre aussi comment la société évolue? Comment on fait la connexion entre ça? Écoutez, d'abord bonjour et merci pour l'invitation. C'est une question assez simple, hein. L'architecture, c'est aussi de l'histoire, hein. Ce que construisent les architectes devient de l'histoire forcément. Donc quand on visite des villes, qu'est-ce qu'on admire le plus? C'est les bâtisses, et les bâtisses, ce sont les architectes qui les construisent. Donc c'était un intérêt aussi de ma part, quand je me balade dans les villes marocaines, donc je suis amené à regarder cette architecture millénaire dans les médinas, dans les rues, etc. Et puis l'intérêt était aussi d'en apprendre un peu plus, un peu mieux sur les Marocains, sur qui a fait que ces gens ont pu bâtir cette civilisation extraordinaire dans un pays qui est encore une fois plein de contrastes, qui est à la géographie très contrainte, situé dans une partie du globe qui n'est pas forcément avantageuse, où il n'y a pas de ressources naturelles comme ailleurs, hein. Enfin, il y en a, mais pas en valeur, beaucoup, beaucoup moins. Et puis aussi le fait que je lise beaucoup depuis l'âge de 12 ans, donc l'histoire mondiale, diversifiée, etc., m'a amené à un moment à me concentrer beaucoup plus sur l'histoire de mon pays, en démarrant avec des petites histoires que j'ai publiées sur les réseaux sociaux à partir de 2016. J'ai ainsi écrit 90 histoires sur l'histoire du Maroc, en accès libre. Et puis les gens m'ont dit il faut absolument que j'en fasse un projet éditorial, enfin un livre, ce que je ne voulais pas au départ. Bon, ils sont arrivés à me convaincre et maintenant je les ai regroupés en deux tomes, une vingtaine d'histoires par tome, ce qui fait 40 sur 90. Et ce livre, dès le départ, a reçu l'appui du ministère de la Culture, qui a eu un intérêt certain pour une nouvelle écriture de l'histoire du Maroc et non une réécriture. C'est quoi une nouvelle écriture de l'histoire du Maroc? Une nouvelle écriture, c'est de prendre justement, de relater l'histoire du Maroc telle qu'elle a été écrite dans des ouvrages savants, chez les plus grands historiens à travers les âges, qu'ils soient marocains, qu'ils soient étrangers, et de la restituer avec une écriture simple, avec un verbe accessible, aux 7 à 97 ans, qui sont en fait mon lectorat, et de casser aussi des mythes qu'on nous a enseignés, donc que ce soit à l'école publique marocaine, que ce soit à la mission étrangère, où non seulement on n'a fait que survoler l'histoire du Maroc, mais on nous l'a enseigné avec énormément de mythes fondateurs, parce que l'histoire est avant tout politique, hein, c'est toujours le cas. Donc moi, je voulais écrire une histoire simple, une histoire humaine. C'est ce que j'ai découvert, que c'était l'histoire d'hommes et de femmes. Et à partir de faits simples, c'est devenu la grande histoire à partir de la petite.
Est-ce que en 2025, le Marocain ou le Maroc n'est pas un peu loin de son histoire, de son identité? Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre ses valeurs sous couvert d'entrer dans une modernité, entre guillemets? On le pensait jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, quand vous allez dans un mariage, à la fin, on vous chante la Yonénia. Les gens chantent l'hymne national à toutes les rencontres de football. C'est lié à l'identité, c'est lié à l'histoire récente du Maroc. Et il y a un regain d'intérêt pour l'histoire du Maroc avec tous les faits politiques autour de notre Sahara, autour d'un certain nombre d'événements. Non, les gens s'intéressent de plus en plus parce qu'ils sont arrivés à un moment, surtout notre génération, où ils ont fait leur carrière, ils ont pratiquement là fait 25-30 ans de carrière, et là ils se posent un peu pour respirer, pour découvrir un peu, pour vivre en quelque sorte, parce qu'ils ont passé leur temps surtout à travailler. Et ce qui fait qu'ils ont aujourd'hui, ils éprouvent un intérêt important pour l'histoire du Maroc, ils communiquent à leurs enfants, ce qui est assez nouveau, hein. Ça ne se faisait pas durant notre génération, mais là, je le constate aujourd'hui. Tous les gens de notre génération essaient de communiquer à leurs enfants leur amour du pays, ce qu'ils découvrent dans les livres d'histoire. J'en veux pour preuve le succès de mes livres. Aujourd'hui, ce sont des best-sellers au Maroc, sont parmi les livres les plus vendus au Maroc. Les 3 livres, c'est-à-dire Chronique du Détroit, où je raconte l'histoire du Tanger international. À l'époque, cette ville était gérée par plusieurs nations entre 1923 et 1956. Et puis, les 2 tomes des petites et grandes histoires du Maroc. Moi-même, je suis surpris du succès. Peut-être que ça vient aussi du fait que je communique très bien en arabe et en français là-dessus. Mais je constate aussi que d'autres livres d'histoire, d'autres amis ou confrères, se vendent très très bien, notamment les ouvrages de Madame Mouna Hachim, les ouvrages de Sinabil Moulin, donc qui sont de vrais historiens. Donc, que ce soit l'histoire écrite de manière scientifique, rigoureuse, etc., avec les notes de bas de page à n'en plus finir, etc., chez les professionnels d'histoire, ou l'histoire, chez moi, c'est beaucoup plus de l'entertainment, en fait, où on apprend des choses tout en s'amusant, enfin, en passant un bon moment sans trop se prendre la tête. Je pense que l'intérêt est là aujourd'hui pour justement apprendre beaucoup sur notre pays, sur notre civilisation. Alors, restons sur cette question qui me taraude l'esprit. Dans un pays qui a le développement démographique qu'il a, avec 40% de la population qui a à peu près moins de 30 ans, Oui. est-ce que tu es convaincu que cette transmission de l'histoire, de l'identité, aujourd'hui, du patriotisme, elle se fait vraiment bien dans tous les univers, ou est-ce que c'est des happy few où ça se passe plutôt bien? Alors aujourd'hui, effectivement, ce que vous dites est vrai, mais moi je suis beaucoup les émissions d'histoire en arabe, etc., les débats sur l'histoire. Et nous avons aussi de l'intérêt aussi ça dépend de la langue avec laquelle on communique justement cette histoire. C'est APFIO dont vous parlez, effectivement, c'est 4000 personnes au Maroc qui lisent au fait les livres en français. C'est ça le marché, hein, pas plus. Par contre, en arabe, les gens lisent énormément et s'intéressent énormément. Sauf qu'il n'y a pas de communication entre les 2 cultures, donc de passerelle entre le français et l'arabe, ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'échanges d'idées, justement, de débats interculturels qui puissent nourrir, au fait, la scène culturelle et enrichir le débat autour de ces questions historiques. Euh, Effectivement, n'empêche que au-delà de cela, vous l'avez dit, nous sommes 40 millions, donc vous avez plus de 12 millions d'actifs, donc 12 millions de gens qui sont en âge de lire quelque chose. Donc, mais nous avons un marché du livre qui est aux alentours de 100 000 lecteurs à peu près, 100 000, 120 000, pas plus, hein. Parce qu'encore une fois, nous ne produisons que 3000 livres par an, hein, c'est-à-dire toute spécialité confondue. Un best-seller aujourd'hui au Maroc, c'est 500 exemplaires quand il écrit en français.
Donc moi, quand je vends 2000 ou 3000 exemplaires, je suis franchement ravi. Cela vient de quoi? Cela vient d'un manque d'intérêt patent des autorités de tutelle, notamment le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, pour imposer le livre à l'école. Vous savez, par exemple, quand on prend la mission française, les élèves lisent jusqu'à 3, 4, 5 livres par an. Bon, qu'ils achètent. On peut faire la même chose à l'école publique marocaine en subventionnant les livres, en le rendant gratuit et accessible dans toutes les écoles. Moi, je l'ai dit au ministre de la Culture, Sébastien Saïd, je lui ai dit, achetez les livres des écrivains marocains, distribuez-les gratuitement dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Moi, je me fais le truc de ramener des écrivains avec moi et d'aller dans toutes les écoles, là où vous voulez, gratuitement, avec nos propres moyens, pour diffuser la culture et la lecture. Parce qu'encore une fois, la lecture ouvre l'esprit, elle fait voyager l'esprit, elle permet aussi à chaque individu d'avoir un bagage qui va l'aider dans sa vie. Et ça va l'aider même dans sa propre communication professionnelle. Nous avons eu un sujet il y a quelques années, par exemple, où les étudiants qui passaient les concours, par exemple, de Polytechnique, pouvaient avoir du 18, des 20 sur 20 en écrit, mais en oral. Comme ils n'arrivaient pas à s'exprimer correctement, ils ne pouvaient pas accéder à ces grandes écoles. Donc, il y a une réforme, etc. On leur a fait. Mais vous voyez, donc même dans les hautes sphères, là où nous avons besoin vraiment d'une élite formée, nous le voyons aujourd'hui, même dans le débat public, elle est souvent incapable même de parler, d'avoir une culture générale, d'aligner ne serait-ce qu'une ou deux phrases correctes sans trop d'erreurs de prononciation, d'orthographe et autres. Vous le voyez aujourd'hui dans les courriers même administratifs, qui sont écrits en français avec les erreurs monumentales, même en arabe. Donc nous avons vraiment failli. Donc, dans cette... Qu'est-ce qu'on a raté? On a raté la citoyenneté. Et la citoyenneté, elle démarre à l'école, et elle démarre avec la culture, avec la lecture. D'accord? C'est ça la citoyenneté. On le dit souvent, la citoyenneté, c'est un certain nombre de valeurs de vivre ensemble en société. Non, elle démarre d'abord avec la culture. Quelqu'un qui n'est pas cultivé, qui ne lit pas, ne peut pas être un bon citoyen. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'elle permet, la lecture et la culture? Ils permettent de regarder l'autre autrement et surtout de l'accepter et surtout d'accepter de débattre dans la sérénité, de communiquer et ça permet le respect de l'autre. C'est avec la lecture qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas être simplement dans un prisme, c'est-à-dire culturel précis, n'avoir qu'une certaine culture bien fermée, etc., qui est basée que sur les sciences, d'accord? Alors que la littérature, la philosophie, les sciences humaines sont beaucoup plus importantes aujourd'hui. Les grands décideurs aujourd'hui dans beaucoup de nations sont pris parmi les gens qui ont fait ces sciences humaines, qui ont fait sciences politiques, qui ont fait peut-être littérature, qui ont fait philosophie, etc. Vous les trouvez ministres, vous les trouvez premiers ministres, vous les trouvez... On n'a pas forcément besoin de gens... Mais ce n'est pas ce modèle que le Maroc a choisi. Alors le Maroc a choisi un autre modèle parce qu'on pense qu'on peut construire une nation rien qu'avec des ingénieurs. C'est un choix discutable. Parce qu'aujourd'hui, nous avons administré le Maroc depuis 70 ans avec des gens autres que des ingénieurs. On a fait ce choix depuis une vingtaine d'années. Bon, il montre ses limites. Parce qu'encore une fois, nous avons dans la diversité qu'on a la richesse. C'est-à-dire mettre le tout sur un seul et même prisme. Nous finissons par avoir une seule idée. C'est-à-dire ne pas avoir de diversité dans les idées. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand nous avons une gestion faite par les ingénieurs, nous avons un raisonnement d'ingénieurs. Mais nous nous empêchons d'avoir un raisonnement beaucoup plus ouvert sur le monde, qui aurait été permis par justement la diversité des formations. Est-ce qu'on n'est pas
Est-ce qu'on ne sait pas Mais enfermer? mais je ne tape pas dans les Non, ingénieurs, non, hein. c'est clair. Ce Non, sont mes amis, mais non, c'est juste une non, conception en fait, des je choses. ne Hein. l'entendais absolument pas comme Oui, ça. Est-ce qu'on ne s'est pas enfermé dans une logique de caste à différentes échelles bien sûr. qui fait que notre pays est un peu sclérosé aujourd'hui? Bah, le Maroc a toujours été un pays de caste à travers son histoire. Si ce n'était pas les notables, si ce n'était pas les commerçants de Fès, c'était les corporations enfin, de Marrakech, c'était celle de Meknès, etc. Donc ce sont ça a toujours été un pays de caste, c'est toujours un pays stratifié. Et donc, aux notables d'hier ont succédé aujourd'hui les ingénieurs et les savants, entre parenthèses, les hyper diplômés d'aujourd'hui. Mais c'est le même système hiérarchisé. Et c'est notre nature aujourd'hui d'être. Et bien sûr que ça pose des problèmes avec la modernité actuelle, avec le monde contemporain. Nous avons surtout besoin de beaucoup plus de mobilité et beaucoup plus de renouvellement des élites. Ce que nous n'arrivons toujours pas à faire, et nous le voyons surtout dans notre classe politique, où les gens qui sont là essayent quand même de se faire élire pour la 4e fois au poste de secrétaire général d'un parti de gauche, on l'a vu avec l'USFP, alors que le renouvellement est de rigueur, surtout que nous avons, comme vous l'avez dit, une grande population jeune, hein, plus de 40 ou 50% de la population est très jeune, et que ces jeunes aujourd'hui doivent se projeter dans ce que leur renvoie la nation en termes d'espoir et en termes de futur. Et puis quand on voit des vieux croulants encore à des postes de responsabilité, on se dit, je comprends la détresse de ces jeunes qui se disent que notre pays ne nous offre pas assez de possibilités Mais là, justement, de le c'est Rachid. construire. Est-ce que nous ne sommes pas résolument ancrés dans une société égocratique où l'ego conditionne tous les comportements et toutes les perspectives de développement? À partir de là, on freine les autres. Le Maroc est le pays de l'ego. Et les égos surdimensionnés existent par dizaines de milliers. Effectivement, vous prenez quelqu'un, avant il n'était rien du tout, quand il accède au pouvoir, il se dit, moi je suis l'être le plus intelligent puisqu'on m'a choisi pour arriver à ce poste. Et c'est effectivement, ça développe beaucoup de valeurs négatives, comme le mépris, comme la condescendance, comme l'amour de soi, et ça pose des problèmes, et ça fausse la communication, et ça fausse les relations avec les gens. Mais j'ai toujours écrit dans mes posts que le problème numéro 1 au Maroc, c'était la vanité. Les gens se croient indispensables. Or qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit indispensable au Maroc, c'est Sa Majesté le Roi. Tout le reste, on n'en a pas besoin. Ils sont interchangeables. Mais justement, est-ce que les points de croissance qui nous manquent depuis des années ne sont pas dus à ce manque d'humilité de la part des dirigeants qui sont en responsabilité aujourd'hui dans l'exécution, d'une part, et d'autre part, dans notre incapacité à entraîner des générations futures pour la prise de responsabilité? Non, ce qui nous manque aujourd'hui au Maroc et ce qui pose problème et qui ne nous permet pas d'avoir ces points de croissance dont vous parlez, ou ces points de PIB, c'est le manque de rigueur. D'accord ? Et le manque de rigueur est patent partout. C'est-à-dire les gens ont du mal à faire un travail, le faire correctement, comme il le faut, d'accord ? Sans être à chaque fois poussé derrière, sans être en quelque sorte cravaché, si je puis dire. Alors que la rigueur ailleurs dans le monde, et on l'a vu dans beaucoup de pays qui sont arrivés là où ils sont arrivés, grâce à la rigueur dans le travail, à la rigueur dans les devoirs, à la rigueur dans tous les comportements. Et puis à la probité. Nous avons un problème avec la probité. Nous avons un problème avec la corruption, qui est un véritable cancer. Pas forcément la grosse corruption, la petite. La petite est plus insidieuse. Les petits billets par-ci, par-là, les passe-droits par-ci, par-là, les gens qui veulent jouer avec la justice, avec les règles, avec les lois. Il faut
qu'aujourd'hui, nous perdons des points de croissance. Et nous perdons cette richesse sur le PIB. Je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire de ces gens quand l'État a voulu faire la réforme fiscale il y a quelques années et que, juste en voulant imposer de la facturation à des commerçants en gros et avoir un numéro d'ICE, ils ont fait sortir leurs sbires dans la rue et cette réforme est tombée à l'eau. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans une économie formelle, structurée, rigoureuse, mais ils préfèrent encore jouer dans l'informel, alors que nous avons besoin de la solidarité nationale pour régler beaucoup de problèmes, corriger beaucoup de tares, notamment en matière de santé, en matière d'éducation. Si les gens de Gen Z, les jeunes sont sortis en demandant les réformes, etc., eh bien, il nous a manqué de l'argent pendant très longtemps pour faire ces réformes. Et comment cet argent nous a manqué? Parce que beaucoup de gens ne veulent pas contribuer justement à la solidarité nationale en payant leurs impôts, en étant solidaires avec le reste de la communauté. Et en contrepartie, ils demandent quand même les mêmes droits, ce qui est quand même aberrant, ce qui est quand même ahurissant. Donc, c'est surtout, moi je dis, c'est le manque de rigueur. Mais est-ce qu'on n'est pas en même temps... J'entends le point de la rigueur, je voudrais juste... Rigueur morale aussi. J'y viens, Oui, justement, voilà. ça tombe très bien. J'allais dire, la rigueur, oui, mais d'abord, je pense qu'il faut une rigueur intellectuelle, il faut une profondeur intellectuelle pour construire un vrai projet, un vrai contrat social qui débouche aussi vers un contrat moral. Et je sais que récemment, vous avez écrit là-dessus. Je voudrais qu'on y revienne. Parce que ce contrat moral, contrat de confiance, fait qu'à un moment donné, on va converger. Et on voudra payer ses impôts, etc. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui à nous parce qu'il n'y a pas de raison. Est-ce que ce contrat moral ne s'installe pas durablement? C'est l'affaire de tout un chacun. Ce n'est pas l'affaire des lois, ce n'est pas l'affaire du chef de l'État, qui d'ailleurs le dit dans tous ses discours. Mais nous avons un État profond, nous avons des intérêts bassement matériels chez beaucoup de gens, chez beaucoup de corporations, qui font que, malgré tous les discours, les choses n'avancent pas. Parce qu'il faut une volonté globale de toute la nation. On le voit souvent, les gens préfèrent encore, une fois leur fortune constituée, d'aller investir à l'étranger au lieu d'investir dans leur pays, de prendre un deuxième passeport, parce que pour eux et pour leurs enfants, c'est un gage de sécurité. Or, aujourd'hui, le seul gage de sécurité qu'ils ont, que nous avons tous, c'est de bâtir cette nation. Absolument. Selon des valeurs morales saines. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas continuer indéfiniment à essayer de rafistoler, si je puis dire, notre pays. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on se rende compte que nous, en agissant ainsi, en n'instaurant pas une morale dans toute chose de notre vie au quotidien, nous nous tirons tous les jours une balle dans le pied en termes de croissance, en termes d'emploi, en termes de civisme, en termes d'éducation, en termes de santé, etc. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une prise de conscience globale que c'est le Maroc qu'il faut construire, c'est notre pays qu'il faut bâtir, c'est nos enfants qu'il faut éduquer, c'est les enfants de nos amis aussi qu'il faut aider à prospérer. Et il ne suffit pas, encore une fois, de connaître par cœur l'hymne national ou de chanter les Yonaïnia pour se dire qu'on est un véritable nationaliste. Le nationalisme, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est d'abord une façon de faire où la morale est au centre. Voilà. Justement, c'est Rachid, vous m'aidez beaucoup dans mes transitions. Personnellement, je pense qu'il y a une espèce de marketing du patriotisme qui s'est développé ces dernières années. C'est une évidence. Oui. La vraie question de fond, c'est que comment on fait pour passer à l'acte et qu'on change, ou plutôt qu'on prenne le chemin de ce contrat moral? Parce qu'il n'y a pas une personne à qui vous allez expliquer ce que vous venez d'expliquer qui va dire « Ah non, je ne suis pas d'accord ». Bien sûr, tout le monde est d'accord. Où on commence? Où on commence le voyage pour qu'on fasse de notre pays ce qu'il doit devenir et de lui donner la place qu'il mérite dans le concert des nations. Il n'y a pas de raison, on a tous les ingrédients potentiellement là. Qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas, ou
qui fait qu'on pourrait passer à l'acte plus vite maintenant, parce que le momentum nous commande d'agir maintenant? Je dirais tout simplement que c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Ce n'est pas l'affaire de l'État. Ce n'est pas l'affaire du chef de l'État. Ce n'est pas l'affaire des institutions, ni du Parlement, ni des hommes politiques. C'est l'affaire de chaque citoyen et citoyenne de ce pays. S'il prend conscience que, en faisant, entre parenthèses, ce que j'appelle sa part du job au quotidien, le respect de l'autre, le respect ne serait-ce que des priorités quand il va dans son véhicule, le respect des feux rouges, obtempérer aux forces de l'ordre, payer ses impôts, payer ses taxes, accompagner ses enfants, faire en sorte que tout se passe bien avec ses voisins, euh, de ne pas jeter ses ordures devant chez lui et de dire que c'est la commune qui doit s'en charger. C'est aussi simple que ça. Si chacun d'entre nous fait sa part du job citoyen, d'accord, où il y a le respect d'autrui, la tolérance envers autrui, et puis la probité et enseigner ou utiliser les valeurs morales les plus saines de notre religion et de notre société qui ont transcendé les siècles qui sont là depuis des 1200 ans, qu'on puisse en faire notre véritable religion. Voilà. Mais sans le dire, là, vous faites référence à l'échec du système éducatif qui est le nôtre, parce qu'à la Pas base, forcément. tout ce que vous dites, c'est l'éducation. Pas forcément, parce qu'il y a aussi... Vous savez, l'éducation, le système éducatif est assez récent dans notre pays. Il a un siècle. C'est l'école de Napoléon qui a été ramenée dans les valises du protectorat. Mais avant, comment on faisait? C'était l'école coranique, c'était la Qarawiyyin. C'était les deux systèmes que nous avions. D'accord? Et pourtant, nous avions de grandes valeurs morales. Les gens, quand même, n'ont pas bâti cette civilisation de plus de 3000 ans au Maroc avec l'école telle qu'on la connaît. Il n'y avait pas cette école il y a un siècle. Et pourtant, il y avait de grandes valeurs morales. Pourquoi? Parce que chaque individu faisait sa part du job. D'accord? Et c'est comme ça que nous avons maintenu des systèmes extraordinaires comme celui de la Médina, dans une ferveur extraordinaire, dans une équité extraordinaire, dans un respect du voisin extraordinaire. Les solidarités existaient, ont toujours existé au Maroc. D'accord? Et c'est la modernité aujourd'hui qui a dévoyé tout cela. Comme par hasard, paradoxalement, alors qu'elle devait justement, la modernité, mener très haut ses valeurs morales. Non. C'est que nous avons ces valeurs morales dans notre ADN. D'accord? Il suffit juste de les réactiver. D'accord? Nous n'avons pas besoin de valeurs importées. Nous avons nos propres valeurs qui sont en nous-mêmes. Nous devons juste les réactiver. Et ça, nous devons le faire comme nous le faisions il y a plus d'un siècle, quand nous n'avions pas le système scolaire actuel, où chacun faisait sa part du job citoyen. Et pourtant, ce n'était pas des citoyens, c'était des sujets. C'est toujours des sujets. Très bien, mais aujourd'hui, nous aspirons à être aussi des citoyens. C'est ce que veulent nous vendre beaucoup de gens, alors que moi-même, je me considère comme un sujet de Sa Majesté le Roi. N'empêche que je suis en même temps un citoyen quand il s'agit de respecter autrui, quand il s'agit de respecter les règles générales, quand il s'agit de mettre de la probité dans mes actions au quotidien, quand il s'agit de mettre des valeurs morales dans mon... Alors, ce n'est pas antinomique. Ce n'est pas du tout antinomique, c'est Rachid, mais je voudrais creuser avec ça avec vous. Est-ce que, quand je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'on a raté, est-ce que vous ne pensez pas que ce qu'on a fondamentalement raté, c'est la transmission de cette évolution de la société? Parce qu'on doit être dans le « et », on ne doit pas être dans le « ou ». Ces valeurs, elles ont existé, vous l'avez dit. Elles ont existé, elles étaient ancrées dans un mode de vie. À un moment donné, on les a perdues. Donc ça veut dire que la transmission ne s'est pas faite. Qui transmet dans un couple, historiquement? C'est la mère. Ce n'est pas le père. C'est la mère qui transmet le langage. C'est la mère qui transmet les préceptes de la religion. C'est la mère qui transmet le respect, l'éducation. Parce qu'encore une fois, l'éducation se fait à la maison. Elle ne se fait pas à l'école. À l'école, on vous donne le savoir et la connaissance, mais l'éducation, c'est votre maman à la maison qui vous la donne. S'il y a une démission des mamans, toute la nation se détruit. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les mamans qu'il faut? Est-ce qu'elles font vraiment le travail qu'il faut? Est-ce que leurs propres mamans leur ont transmis
toutes les valeurs ancestrales qu'elles avaient. D'accord? La maman ne transmet pas simplement le savoir faire un tagine ou savoir faire des petites choses délicieuses dans la cuisine. Non, elle transmet surtout les valeurs morales. Donc ça veut D'accord? dire que si on en est là, c'est qu'à un moment donné, les mères n'ont pas joué le rôle, c'est ce que vous C'est la dites. famille, C'est oui, ça. c'est la famille. La famille, l'absence du père. Est-ce que c'est pas une grosse Aujourd'hui, responsabilité que vous mettez sur les épaules des mamans, de nos mamans? des mamans, mais aussi des papas, parce que j'y viens aussi. Le papa aussi transmet des valeurs morales, aussi des valeurs de courage, aussi des valeurs de probité, les valeurs de respect d'autrui. Et c'est aussi le papa qui prend l'enfant, qui l'emmène à la mosquée, qui lui apprend aussi le reste des préceptes de la religion. Quelle que soit notre influence. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous sommes hyper influencés par l'Occident. Et pourtant, nous vivons au Maroc. Nous voulons tout. Nous voulons tout. Nous voulons être musulmans, nous voulons être mécréants, nous voulons aller au bar, nous voulons aller à la mosquée, nous voulons tout faire. Très bien. Vous imaginez un être humain avec autant d'interactions, autant de tiraillements philosophiques, si je puis dire, dans sa tête. C'est sûr que ça va produire des êtres schizophrènes, ça va produire des êtres dérangés, etc. Parce que trop d'influence. D'accord? Les autres nations, ils ont une seule influence. Nous, on en a 36. Du fait que nous sommes influencés par un environnement européen, africain, arabe, musulman, juif, berbère. Vous avez tout au Maroc. C'est extraordinaire comme richesse. Nous n'arrivons pas à faire la part des choses. Nous voulons tout mélanger et être tout en même temps. Sauf que, depuis toujours, et l'éducation des enfants se fait à la maison par un papa et une maman. Même malheureusement avec la modernité, ce que nous remarquons aujourd'hui, énormément de couples recomposés, surtout énormément de divorces. De 2017 à 2024, nous avons eu, je pense 2010 à 2017, nous avons eu quelque chose comme 600 000 divorces. Durant la période du Covid, nous sommes arrivés jusqu'à 170 000 divorces par an. La tendance continue. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant au Maroc avec une telle intensité, qui est aujourd'hui devenue courante. Donc forcément, on se retrouve avec des couples, avec des enfants à charge, d'accord, sans papa ou sans maman, ou même des familles recomposées avec les enfants des uns et des autres, etc. C'est quelque chose qui est nouveau dans notre société, qui pose d'énormes problèmes. D'énormes problèmes de transmission, justement, des valeurs. Alors, les papas et les mamans, aujourd'hui, ils se déchargent de cette responsabilité en mettant un téléphone ou un iPad entre les mains de leurs enfants, ou même un truc de jeu. C'est une console de jeu, à telle enseigne qu'aujourd'hui le jeu électronique est devenu aujourd'hui Politique publique? une politique publique, ce qui est totalement aberrant de mon point de vue, parce que c'est l'abêtissement des jeunes générations. Au lieu de leur mettre des livres entre les mains, on leur met des consoles de jeu. On veut les rendre encore plus bêtes. C'est le choix de Sibn Saïd, mais c'est un choix dangereux pour notre société. C'est pas grave. On va voir les conséquences dans quelques années quand on aura que des crétins et des gens stupides partout. Peut-être que ça l'arrange lui, mais moi, ça ne m'arrange pas, parce que je vois l'avenir de mon pays, et ce n'est pas comme ça que je vois l'avenir de notre jeunesse. Donc, vous imaginez que cette dislocation du noyau familial fait que nous avons de grands soucis à se faire sur le futur, parce qu'on n'a pas corrigé ces choses. Ce que j'entends, c'est que pour vous, le cœur de l'éducation de nos enfants, c'est la famille nucléaire. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui, la dénucléarisation de la famille crée ces distorsions et donc ces dispersions de transmission. Qui est devenu presque irréparable aujourd'hui, parce qu'on ne peut même plus recoller les choses. Souvent, les couples se disputent dans des conditions très, très, très dures, et que c'est les enfants qui en pâtissent et qu'il n'y a même pas possibilité de recomposer, ne serait-ce qu'un environnement serein pour l'enfant.
C'est-à-dire que si les adultes se séparent, au moins qu'ils soient assez mûrs pour ne pas mettre leur enfant dans des difficultés relationnelles. Enfin, qu'ils J'entends, mettent un peu de paix dans leur couple. Voilà. j'entends le point. Voilà. Maintenant, je voudrais aller un peu plus sur cette question-là. Est-ce que, comme vous le savez certainement, le taux d'activité des femmes ne dépasse même pas 18,5%? Oui. Est-ce que pour vous, c'est plutôt bon signe ou au contraire, les femmes quand même doivent avoir une activité, nonobstant le sujet que vous avez abordé, à savoir que l'éducation doit se faire par la mère, etc. Je suis de ceux qui défendent la liberté des femmes, leurs droits sociétaux, qu'ils aient les mêmes droits que les hommes, les droits non seulement sociaux, mais aussi les droits patrimoniaux. J'ai toujours défendu, même à la télévision, le fait qu'il est aberrant aujourd'hui, en 2025, que la femme n'ait pas les mêmes droits que l'homme en matière d'héritage. Je milite pour que la femme ait les mêmes droits en termes d'héritage que l'homme, ce qui est que justice. Absolument. Et nous ne contrevenons en rien à notre religion en le faisant. Et je suis de ceux qui défendent l'idée que les femmes qui héritent, seules en dehors de tout mal dans leur famille, puissent garder cet héritage pour elles-mêmes et pour leur mère, et qu'il n'y ait pas donc le lointain qui vienne hériter avec elles. Et je défends l'idée que les femmes doivent aller à l'école, doivent travailler, doivent produire, doivent être en même niveau, à valeur égale, à compétence égale, doivent être rémunérées au même niveau que les hommes. D'accord? Bien sûr qu'elles ont beaucoup plus de responsabilités avec les enfants, mais puisque nous allons aujourd'hui faire des familles recomposées, etc., il faut que les hommes aussi assument leurs responsabilités aussi et prennent aussi leur quote-part en matière de responsabilité vis-à-vis de leurs enfants, qu'il y ait un partage de responsabilités. Aujourd'hui, nous nous acheminons vers des corrections du statut personnel avec la nouvelle Moudawana. Sa Majesté a demandé encore une fois une révision des réformes qui lui ont été proposées. Il faut qu'on aille vers plus d'audace. D'accord? Plus d'audace, plus de liberté, plus de droits pour les deux sexes, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Et je le dis, je le répète, nous ne contrevenons pas pour autant aux préceptes de notre religion, d'accord, qui est basée justement sur l'égalité. Ce n'est que l'interprétation qui en a été faite par les faqirs à travers les siècles, qui a dévoyé notre religion de son égalitarisme premier. Mais ce qui nous freine, est-ce que c'est quand même pas le fait que la société marocaine, dans sa globalité, est très conservatrice? Alors, le Maroc a toujours été un pays conservateur et nous avons opté dès le XIIe, même le XIe siècle avec les Almoravides, au rite le plus rigoriste et le plus dur en l'islam, qui est le rite malékite. Et pourtant, nous en avons fait une religion du juste milieu. Donc, nous avons marocanisé en quelque sorte la religion. Pourquoi? Parce que notre tempérament est un tempérament calme. Nous ne cherchons pas les disputes, nous cherchons toujours à trouver des solutions. Bien sûr, quand on nous touche, on devient des lions de l'Atlas, mais dans la vie de tous les jours, on n'a jamais coupé la main, enfin, depuis maintenant plus d'un siècle et tout, on n'a jamais coupé la main à un voleur, on n'a jamais lapidé une femme adultère, etc. Donc, ce qui fait que malgré ce que disent certains rites rigoristes, nous avons quand même réussi à fabriquer une religion du juste milieu qui respecte la dignité de l'autre. Et c'est ça qui est important. Donc, au-delà de ce conservatisme, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ces gens qui parlent à la télévision qui représentent forcément le musulman marocain. Ce sont des petits fanfarons islamistes qui ont récupéré des théories à deux balles chez les frères musulmans d'élite, etc., qui essayent de nous dire qu'ils sont plus musulmans que nous. Non, je suis Un fonds de désolé. commerce, quoi. La religion est l'affaire de l'individu, entre lui
et son créateur. Ce n'est pas l'affaire des politiciens. D'accord? Ce n'est même pas l'affaire de la société. C'est l'affaire de l'individu seul avec son créateur. Maintenant, cette religion, elle impose des règles. C'est quoi les règles? C'est des règles normales de respect de l'autre, des règles générales de vivre ensemble. On ne peut pas aujourd'hui dire que malgré tout ce qu'on a acquis comme liberté, comme influence, qu'on peut par exemple se permettre de manger le ramadan devant les gens. Si on veut manger le ramadan, chez toi, avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'agresser autrui. On n'a pas besoin non plus de boire de l'alcool en public. C'est-à-dire, il y a des règles de vivre ensemble qu'il faut absolument respecter. Et ces choses ne sont pas interdites pour autant. Donc ça prouve quand même que nous sommes une société tolérante. Les gens boivent de l'alcool, les gens vont à la mosquée, les gens mangent beaucoup ne font pas le ramadan, etc. Mais il faut respecter les règles générales. Il ne faut pas venir et insulter les gens. Quand on les respecte, il n'y a aucun souci. Il faut éviter la transgression gratuite qui ne sert à rien. Voilà, parce qu'encore une fois, nous avons fabriqué au Maroc, depuis des siècles, ce que nous envient beaucoup de nations, à savoir le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il existe au Maroc depuis 3000 ans, et même plus. C'est-à-dire les gens sont venus sur cette terre, sont venus de différentes contrées, de différentes religions, de différentes races, si on peut dire. Et pourtant, ils vivent ensemble, sans aucun problème, dans le respect de l'autre. Et ce respect de l'autre est important et il faut le maintenir, il faut le préserver et il faut le transmettre et le continuer. Donc voilà, donc nous n'avons aucun problème aujourd'hui en société pour vivre ensemble, tous, d'où qu'on vienne. Même aujourd'hui, des gens viennent d'autres contrées et disent le Maroc, waouh, c'est magnifique, c'est place to be, c'est là où on doit être. Les Européens aujourd'hui, notamment les Français, adorent venir au Maroc. Mais je dis aussi à ces personnes qui viennent d'autres pays européens, qui viennent s'installer au Maroc, venez avec plaisir, marhaba bikoum, mais respectez ce pays, respectez ses lois, respectez ses traditions, respectez son vivre ensemble. Ne venez pas avec vos gros sabots de néocolonialistes en essayant, avec les libertés que nous avons ici, avec les facilités de vie que nous avons au Maroc, d'essayer de nous imposer des choses que personne n'a osé nous imposer à travers les âges. Alors justement, projetons-nous un peu dans le futur et quels sont les 4-5 enjeux majeurs que vous voyez pointer dans les années futures et les mettre dans le contexte des élections futures et des devoirs que devront faire les politiques pour répondre à ces enjeux? Moi, je dirais aux décideurs de ce pays de renforcer la liberté dans tous les domaines. La liberté est la valeur cardinale la plus importante dans toute nation qui veut arriver. Les États-Unis se sont construits sur la notion de liberté. Bien sûr, dans le respect des règles, mais la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté de travailler. La deuxième valeur est la rigueur. Instaurer la rigueur en tout. C'est-à-dire ne plus admettre qu'il y ait des laissés-aller, des passe-droits, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut instaurer la rigueur. Investir dans la culture. La culture est la première industrie au monde. Elle génère plus de 2400 milliards de dollars de revenus. Nous devons absolument investir dans la culture sous tous ses aspects. Littérature, architecture, art, dessin, cinéma, etc. La culture est importante parce qu'il est anormal qu'aujourd'hui, dans toutes les villes marocaines, vous ayez des maisons de jeunes, vous ayez qui sont fermées. Nous n'avons pas de musée, nous n'avons pas même les grands théâtres aujourd'hui sont fermés alors qu'il faut les ouvrir. Il faut fabriquer une scène artistique pour que ces monuments puissent vivre. On ne peut pas continuer à les maintenir fermés. Un quatrième point serait d'instaurer la probité. La probité dans le sens où nous devons absolument faire voter cette loi
sur les revenus des décideurs. C'est important, très important. Parce qu'encore une fois, on doit savoir quand un décideur est nommé à un poste, quel qu'il soit, combien il avait sur son compte bancaire, combien de biens il avait, et à la sortie de son mandat, qu'on puisse faire une révision, qu'on puisse savoir est-ce qu'il s'est enrichi illégalement, lui, ou ses enfants, etc. Parce qu'on sait qu'ils écrivent des choses au nom de leurs femmes, de leurs enfants, même de leur maîtresse. Donc, au bout d'un moment, ça provoque un vrai problème au niveau de la société. Il y a un problème Reddition des comptes en général. La reddition des comptes, j'y viens. C'est le 5e point, une véritable reddition des comptes. Parce qu'aujourd'hui, aucun décideur ne peut utiliser ses prérogatives pour les transformer en abus de pouvoir, on l'a vu dernièrement avec des démolitions, avec des choses comme ça. Il faut de la clarté sur ce que doit faire un décideur aujourd'hui dans son métier, enfin dans son travail, et qu'il y ait bien sûr une reddition de comptes avec une justice forte. Une justice forte, une justice sereine, et pas forcément une justice aveugle. Très bien. Un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, et je ne peux pas faire cette émission avec toi sans l'aborder, la place de la diaspora dans le Maroc de demain. Alors aujourd'hui, moi je suis de ceux qui défendent le fait de réserver une place plus importante, si ce n'est très importante, à la diaspora et aux Marocains du monde dans notre vie au Maroc, parce que je constate aujourd'hui, en tant qu'architecte, etc., que les produits immobiliers aujourd'hui sont achetés en masse par ces gens qui veulent venir au Maroc. Ils ont acquis une rigueur qui nous manque. Ils ont acquis de hautes performances managériales, professionnelles, et qui nous font gagner aujourd'hui beaucoup de temps en termes de formation. Et qu'est-ce qu'ils demandent ces gens? Ils demandent juste à avoir un peu plus de respect, d'être mieux représentés au Maroc. Moi, je suis de ceux qui demandent avec insistance à ce que les MRE aient droit à une représentativité au Parlement, qu'on ait des circonscriptions des Marocains à l'étranger, Moyen-Orient, Canada, les États-Unis, Europe, et que le rapport aujourd'hui, en termes de rentrée d'argent, est quelque chose de, pas simplement d'important, mais de vital pour le Maroc. Les 12 milliards de dollars qu'ils renvoient chez eux au Maroc, c'est quelque chose avec lequel nous vivons tous les jours, à côté d'autres revenus, mais ils sont très importants. Donc, ça va de soi que cette population puisse être mieux représentée, qu'on lui témoigne plus de respect et plus de réceptivité. Parce qu'encore une fois, je discute beaucoup avec les MRE, ils disent qu'on ne les écoute pas trop, on ne les accompagne pas assez, c'est-à-dire en quelque sorte, on a besoin juste de leur argent et pas plus. Et ce que je veux dire aux décideurs marocains, c'est que les MRE sont conscients de ça. Et malgré cela, ils continuent quand même à aider le Maroc. Donc, il faut se bouger un petit peu, il faut leur permettre vraiment d'apporter toutes leurs connaissances, toute leur rigueur. C'est ça qui va dynamiser, encore une fois, le Maroc. Et encore une fois, ce sont des véritables nationalistes parce qu'encore une fois, tout ce qu'ils gagnent, ils le renvoient chez eux. Quand même, au Maroc, il n'y a pas meilleure preuve quand on voit certains Marocains, quand ils gagnent de l'argent, préfèrent l'envoyer à l'étranger. Bah, justement, une petite dernière question sur cette question de la diaspora. Est-ce que tu penses fondamentalement que c'est d'abord la représentativité politique qui prime pour eux, ou est-ce que justement c'est la reconnaissance de leur contribution, mais aussi les attentes qu'ils ont à être mieux traités une fois qu'ils seront là? J'ai des exemples récents, comme tu le sais. Donc aujourd'hui, quand on a un décès dans une famille marocaine à l'étranger, c'est la croix et la bannière pour le rapatrier dans son Oui. village d'origine. Oui. C'est des contrôles de gendarmerie qui vous demandent des sous, etc. Oui. Et alors que vous êtes dans la souffrance, dans la douleur. Moi, quelqu'un, il y a 3 semaines, dans ma famille en France, m'a dit, Jamal, j'ai eu honte de vivre ça, alors que j'adore mon pays, et que s'il n'y avait pas le roi, Sa Majesté, Oui. crois-moi, on mettrait tous une croix définitive sur le Maroc. C'est ça. C'est ce que j'entends tous les jours. C'est ce que je dis. Et alors, donc, est-ce que c'est le vote qui va changer les choses? Je dis encore une fois, si les décideurs marocains ne font pas attention à cela,
Ces gens vont non seulement ne plus envoyer d'argent, mais ils vont se détourner, ils vont aller ailleurs. Et nous avons besoin de ces jeunes qui attachent, euh, c'est-à-dire qui sont attachés à leur pays ou le pays de leurs ancêtres. Encore une fois, les MRE, quand ils sont partis du Maroc, on ne les a pas aidés à partir. On leur a mis un passeport entre les mains, on leur a dit allez-vous-en parce qu'il n'y a pas assez de place pour vous au Maroc. C'est cela. Ils sont partis. Travailler dans des conditions très dures. Dans les mines de charbon, partout en France, dans les usines de voitures, sur les chantiers, etc. Et ils ont économisé franc après franc, euro après euro, pesetas après pesetas, qu'ils ont renvoyé au bled pour faire vivre leur famille. Moi, je suis originaire d'une région où les 3/4 dans le Tafilet, où les 3/4 des gens vivent avec les envois postaux de l'étranger. Demain, vous arrêtez ces envois postaux, les gens meurent. C'est une réalité aujourd'hui. Et vous les avez dans tous les pays berbères, dans tous les pays mazirs, c'est la même chose, même dans les grandes villes. Et ça, c'est très important. Donc, les émetteurs de cet argent, de cette bouée de sauvetage, ils ne demandent qu'à être mieux écoutés, d'être mieux accompagnés au Maroc. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Il faut les écouter, il faut les aider. Ils veulent venir investir ici, ils veulent revenir dans leur pays. Le marché de l'immobilier aujourd'hui, il est dynamisé par les MRE, beaucoup plus que par les Marocains eux-mêmes. Et donc, au lieu de leur organiser juste des salons et quelques festivals, moi je demande à ce qu'il y ait une refonte, même des organisations représentatives des MRE à l'étranger, des Marocains du monde, c'est-à-dire le Conseil sur l'immigration, toutes ces choses-là, etc., qui ne font rien, pas grand-chose. Et je discute beaucoup avec beaucoup de MRE de la jeune génération qui sont... Moi, j'ai rencontré des gens brillants en France, etc., aux États-Unis, et qui viennent et qui disent « Rachid, s'il te plaît, on veut juste une écoute, on veut juste être pris. Tu ne peux pas savoir ce qu'on peut fédérer comme intelligence qu'on pourrait ramener chez nous. Ne demande juste qu'une écoute. » Voilà. C'est la fin de cette conversation, mais avant de se quitter, je vais te demander de tirer 3 questions que je vais te lire après. Alors, je prends une, 2, allez, 3. Et 3. Donc tu me les donnes. Merci. Hop. Voilà. Thank you. Tiens, intéressant. Alors, donc là, nous sommes dans une séquence qui s'appelle À cœur ouvert. Oui. Qui dit ce qu'elle dit. Hein. Si tu pouvais parler à l'enfant que tu étais, que lui dirais-tu aujourd'hui? Écoute, qu'est-ce que je dirais à l'enfant que j'étais? Finalement, tu as bien fait d'aller à la bibliothèque de ton papa et de prendre le premier livre d'histoire sur la dynastie des Romanov en Russie et de l'avoir avalé en une semaine, ce qui t'a donné un amour ininterrompu pour l'histoire en général. Magnifique. Quel a été ton plus grand doute et qu'as-tu choisi d'en faire? Alors, le plus grand doute. Le plus grand doute, je ne peux pas en parler parce que c'est quelque chose d'assez personnel, parce qu'il tient à la croyance. Et on dit souvent qu'on est bon croyant que si on doute. Et donc, il m'est arrivé de douter. J'en suis sorti. J'en suis encore plus croyant qu'avant. Magnifique. Voilà. Si tu pouvais poser les mots justes sur une blessure ou une peur que tu n'as jamais formulée, ce seraient lesquels mots? La peur. La peur d'être accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. C'est la pire des choses qui puissent arriver à un individu. Je l'ai été. Je peux vous dire que
pour prouver son innocence, surtout dans ce pays. Ça demande énormément d'efforts. Bon, on détruit rapidement une réputation, hein, donc, Oui. Maintenant que j'en suis sorti, blanchi, et qu'en en quelque sorte, je n'attends pas à ce que on me dise excusez-nous, on a fait une erreur sur votre... Non, je ne demande rien. Mais je sais ce que c'est que l'injustice. J'en ai tâté. C'est très dur. Ce qui vous fait sortir de l'injustice, c'est d'abord, il ne faut jamais de cesser de croire en soi, quelles que soient les conditions, quel que soit ce qui peut vous arriver. Si vous êtes dans votre bon droit, ne baissez jamais les bras. une dernière question que moi j'ai pris, bien sûr, j'ai le droit. Quel moment de ta vie a tout changé sans que tu ne le chasses sur le moment? Il y a tellement de choses qui ont changé ma vie. Je dirais tout simplement, un jour, j'étais dans mon bureau et puis des gens sont venus me chercher pour le travail. Pour eux, je voulais absolument pas le faire, parce que j'étais dans mon confort. Ils y sont revenus à plusieurs reprises. Ils sont arrivés à me convaincre. Je travaille pour eux depuis un certain temps. Ça m'a ouvert d'autres horizons. Souvent, on ne sait pas ce qu'on vaut jusqu'au jour où quelqu'un qui vous observe de loin a saisi vraiment vos potentialités et vous dit, Rachid, tu ne sais pas vraiment ce que tu vaux. Tu vaux beaucoup plus que cela. Viens, je vais te donner les moyens pour t'épanouir. Et ça, je ne savais pas que j'étais capable d'écrire, que j'étais capable de produire, que j'étais capable même dans mon métier de transcender même mes propres capacités, d'aller au-delà et de briller. Eh bien, ce sont ces gens qui m'ont découvert, qui ont vu en moi des potentialités que je ne voyais pas en moi-même parce que je manquais d'assurance. Voilà, donc il y a et il y a il y a des Marocains qui sont capables aussi de cela, heureusement d'ailleurs. Il y a énormément, contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément de gens dans ce pays, et ils se comptent par dizaines de milliers, qui sont sincères, qui sont clean, qui se lèvent tous les matins, qui vont à leur boulot, qui ne s'adonnent ni à la corruption, ni à la prévarication, ni à rien du tout, et qui font leur travail correctement, honnêtement. Donc au-delà des clichés, il ne faut pas tout jeter dans le même panier. Il ne faut pas dire que tout le monde, le tous pourri, ce n'est pas quelque chose qu'il faut généraliser au Maroc. Mais je pense que si les Marocains se décident juste de faire leur part de job en termes de rigueur, en termes de réintroduction de valeurs morales, ancestrales dans leur vie familiale et dans leur entourage, je pense qu'on va certainement gagner. Le Maroc est un pays de lions, dans le vrai sens du terme, parce que sa vraie richesse, ce sont ces lions et ces lionnes, ces hommes et ces femmes qui ont bâti cette civilisation, qu'on nous envie, qu'on a toujours voulu détruire. On a voulu toujours dépecer ce pays parce que ce qu'il représentait, c'était l'un des plus grands empires au monde, au 11e, 12e, 13e, 14e, 15e siècle. Et avec la dynastie alaouite, avec l'empire chérifien, on a tout fait pour le casser, pour le détruire. On est le seul pays au monde à avoir été colonisé par deux puissances internationales. D'accord ? Nous sommes encore le seul pays au monde où ses propres voisins ont des visées sur son
territoire millénaire. Et encore une fois, il faut que les Marocains restent fermes sur leur intégrité territoriale. Il ne faut pas qu'on cède un seul centimètre carré à qui que ce soit. Si ces gens du côté de Tintouf veulent venir vivre chez eux et chez nous avec grand plaisir, s'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à rester de l'autre côté. On s'en fiche, nous on avance. Et encore une fois, il faut que les Marocains restent tous unis derrière Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et si je puis dire pour finir, vive le Maroc et vive Sa Majesté Mohamed VI. Très beau, très belle conclusion. Merci beaucoup pour cette conversation, C'est Rachid, fort agréable, en contenu bien évidemment. Et je te souhaite plein de succès. Et puis, Inch'Allah, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup.